Bonjour les spéléos, Soisy, votre guide spéléo. Bienvenue dans une nouvelle interview. Auprès de moi, je vous présente Philippe Cissé. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. C'est pas forcément un exercice facile a priori, ce que je te propose de faire. Mais voilà, Philippe a un parcours de vie aussi. Vous savez que moi j'aime découvrir ces changements de vie. Ces personnes qui à un moment donné dans leur vie se sont retrouvées dans un moment de charnière un petit peu, dans une espèce de brouillard, et qui ont fait le choix, de façon un choix souvent courageux aussi, de s'orienter vers quelque chose qui est complètement éloigné de leur travail de base ou de leur vie de base entre guillemets. Alors Philippe, pour démarrer, est-ce que tu peux juste expliquer qu'est-ce que toi, tu faisais jusqu'à présent, avant que tu te trouves justement dans cette phase de changement? Qu'est-ce qui se passait pour toi? C'était quoi ta vie? Moi, en fait, j'avais une activité commerciale. J'étais commercial, en fait, c'est un laboratoire pharmaceutique. Je m'occupais du développement industriel et commercial. Ok. Je participais à la construction d'usines. Et puis auparavant, j'avais aussi une carrière commerciale dans la banque, l'assurance, l'informatique. Donc ça faisait effectivement 30 ans que j'étais en contact avec des entreprises pour leur vendre des services, des produits. D'accord. Donc on va dire un parcours assez traditionnel. Tu viens de quel milieu toi à la base? À la base, en fait, je viens du milieu agricole, mes parents sont agriculteurs. Okay. J'ai fait des études pour sortir du milieu agricole. Ouais. Et mon premier job était un job dans l'industrie. En fait, je programmais des tours et des fraiseuses. D'accord. Au bout de 6 mois, ça m'a fatigué et je suis parti dans le commercial. D'accord. Et puis, quand j'apprenais plus dans une société, je changeais. D'accord. Donc, j'ai fait une dizaine de sociétés différentes. Est-ce que tu dirais qu'il y avait déjà une forme de curiosité aussi de la vie Oui. Ouais. Moi, j'ai toujours une curiosité en fait, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, le moteur qui à chaque fois m'a fait changer de métier ou d'entreprise, ça a été j'apprends plus. D'accord. Donc j'ai envie d'apprendre autre chose. D'accord. Et je change. Ok. Et quand tu t'es retrouvé, donc on va parler justement de ce fameux moment, ce que moi j'appelle effectivement quand notre boussole commence à tourner un petit peu en rond. Donc là pour toi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu veux m'expliquer cette période un peu charnière de ta vie? Alors à la fois, la période charnière, c'est le moment de dire où on prend une décision, je vais faire que ça. Ouais. Mais j'ai longtemps fait ma nouvelle activité en parallèle de mes jobs salariés. D'accord. Et donc en fait c'est plus une transition. Ouais. Même si à un moment donné j'aurais pu me lancer plus tôt, ouais. Mais j'avais encore peur de le faire. Et donc quand j'ai repris mon dernier job de salarié dans le laboratoire pharmaceutique, c'était ça qui s'est passé, c'est que je pouvais, en quittant le monde bancaire, lancer mon activité de consulting, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je n'avais pas encore suffisamment avancé ou confiance dans ce que je voulais faire. D'accord. 3 ans après, j'avais la maturité qui m'a permis effectivement d'y aller sans me poser de questions. D'accord. C'est ça qui est intéressant en fait dans ce que tu dis, c'est que souvent quand les gens viennent me voir en accompagnement, et les gens qui vont d'ailleurs vers des démarches de coaching parce qu'ils sont dans ces périodes de transition, c'est qu'on a le sentiment qu'en fait c'est maintenant qu'on doit changer de voie et on doit directement trouver une nouvelle voie. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est moi aussi la façon dont j'ai évolué, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être pas le moment. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir une espèce de petite graine qui commence à germer, de se dire tiens, il se passe un truc là, c'est intéressant, mais en même temps, l'environnement est pas propice, le moment est pas propice, et je me sens pas encore complètement prêt à faire la bascule en fait. Et après, c'est possible, c'est ça, d'avancer sur les deux terrains pendant un moment. Et je trouve que c'est vraiment une clé fondamentale pour justement se rendre compte que le changement, il n'est pas forcément brutal, il peut être en douceur en fait. Il peut se faire en douceur. Et moi au départ en fait, quand j'ai démarré en fait justement cette activité de consulting environnemental, je m'imaginais que ça montrait que mon activité commerciale baisserait et qu'à un moment donné je sentirais le moment. Ouais. Et c'est pas ça qui s'est passé. C'est que mon activité en fait, elle a monté sur mon consulting environnemental, mais qu'en parallèle, mon activité commerciale commence à exploser les chiffres. Là, je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et du coup, en fait, là, je me suis rendu compte que je prenais du recul sur mon activité salariée, que je devenais meilleur grâce au travail que je faisais à côté. D'accord, c'est ça. Au départ, ça m'a perturbé.
Donc en fait, tu étais là en train de dire, bon, vivant que j'ai moins de boulot là, comme ça va me donner une bonne excuse pour pouvoir y aller. Et en fait, moi, je pensais qu'il y avait une activité qui baisserait, l'autre qui monterait, il y a un effet de ciseau, à un moment donné, on bascule. Ouais. C'est pas du tout ça. Et ça n'a pas été ça du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, comme je devenais meilleur, en fait, ça me dégageait du temps pour développer l'autre activité. En tant que commercial, j'avais des objectifs à faire. Mais bon, il suffit, en 3 jours dans la semaine, j'avais atteint largement mes trucs. Donc il me restait 2 jours pour développer autre chose. Et en fait, je suis devenu beaucoup plus efficace. Parce que j'arrivais à lâcher prise, parce que j'avais autre chose aussi. C'est ça. Qui permettait de mieux me poser, de mieux sentir. Tel dossier, je le sens, je vais le faire. Celui-là, je le sens pas, je vais pas le faire. Ce que je faisais pas avant. C'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que là tu es en train de faire une belle transition aussi sur la deuxième phase, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'énergie dont tu parles en fait, je le sentais, quoi. C'est toujours ces notions de perception, de ressenti intérieur aussi qui fait qu'à un moment donné, on sent quand le moment est arrivé. Est-ce que tu veux là justement nous dire, parce que tu nous as pas encore dit, tu parles de consulting, les gens se disent ouais il faut du consulting, ils n'ont pas trop forcément le grand changement par rapport à ce qu'ils faisaient avant, ça a l'air un peu traditionnel, mais finalement c'est un petit peu mystérieux, mais est-ce que tu peux nous dire exactement toi aujourd'hui ce que tu fais, et on reviendra après justement sur qu'est-ce qui à un moment donné t'a ouvert cette nouvelle voie. Est-ce que tu veux expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui je fais du consulting environnemental, c'est-à-dire en fait grosso modo on est de plus en plus conscient qu'on a un impact sur l'environnement en fonction de nos choix, nos comportements, nos habitudes de consommation. Mais on a complètement oublié, pour la plupart, que l'environnement avait un impact sur nous. Et dans cet environnement, moi, je vais analyser, auditer l'environnement naturel, c'est-à-dire l'endroit où est posée la maison, ou le lieu de vie, le lieu de travail. Est-ce qu'il y a des cours d'eau qui passent en dessous? Est-ce qu'il y a des failles, des cavités? Quelle est l'histoire du lieu? Et comment cette histoire peut peser sur notre vie de tous les jours ou notre activité. C'est également l'environnement technologique, le système électrique de la maison, de l'entreprise, les ondes, l'exposition aux ondes, et toutes les mesures associées sur le champ électrique, champ magnétique. Alors tout ça, quand tu en parles comme ça a l'air extrêmement cartésien. Comment j'y suis arrivé à ça? Oui, puis ce que j'aimerais que tu me dises, parce qu'en fait il vous dit pas tout, il ose pas. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est-à-dire que c'est effectivement des choses qui sont au-delà du simple côté cartésien. On est vraiment dans quelque chose d'énergétique et dans le ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, tout a commencé il y a 16 ans quand j'ai découvert que j'avais une sensibilité de sourcier. Et puis, alors il m'a fallu 1 an pour intégrer l'information. Et puis au bout d'1 an, j'ai commencé à me former en géobiologie, puisqu'en fait, une des compétences que je vais mettre en œuvre dans le consulting, c'est la géobiologie, c'est-à-dire en fait, géo c'est le lieu, biologie c'est le vivant, comment le lieu impacte le vivant, c'est au cœur en fait de mes recherches, et donc avec cette sensibilité de sourcier, je peux trouver de l'eau, mais je peux trouver des failles, des cavités, je peux trouver beaucoup d'autres choses qui vont me servir à poser un diagnostic, et j'ai aussi été formé à des techniques de correction énergétique qui, si on résume, je suis magnétiseur des lieux, quelque part. C'est ça. Je suis contente qu'ils le disent, parce que depuis tout à l'heure, ils tournent autour du pot, voilà. Magnétiseur des lieux, moi j'adore ce genre de... Et du coup, en fait, comme un magnétiseur qui va analyser en fait, son patient et va déterminer en fait, des zones de congestion et y remédier par des techniques de correction, moi je vais chercher des zones de congestion dans une maison. Ça peut être le passage d'un cours d'eau, ça peut être effectivement que cette maison a une histoire un peu lourde, puisque c'est une maison où il y a eu plusieurs divorces par exemple. C'est ça. Ça peut être une maison où il y a une répétition de 4 cancers, ça peut être une maison où il y a une histoire qui est un peu lourde, parce que effectivement il y a eu, dans cet cas on retrouve effectivement des traces de choses qui sont passées sur la Deuxième Guerre, la Première Guerre, des choses qui ont marqué en fait l'endroit. Donc ça c'est plutôt à classer dans l'environnement naturel, et en fonction de ce diagnostic-là, on peut corriger, on peut nettoyer, on peut enlever en fait, ces informations et faire en sorte que notre maison, que notre lieu de travail aussi soit positif, nous amène vers notre plein potentiel. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je trouve passionnant, c'est ce qui donne du sens aussi à mon activité, c'est de dire je prends un lieu. Il n'y a pas de lieu qu'on ne puisse pas améliorer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et comment les personnes se sentent? Ça peut être des problématiques de sommeil, ça peut être des problématiques de voisinage, ça peut être tout un tas de problématiques qu'ils rencontrent en fait dans cette maison. Est-ce que c'est pas la maison qui génère ça?
Donc on va essayer de déterminer. Ouais. Pour savoir si la maison le génère, c'est quand on a corrigé la maison et si on voit que les résultats effectivement sont là, c'est qu'on a touché juste. C'est ça. Est-ce que tu peux donner, parce qu'on en a discuté déjà, et tu m'as parlé d'exemples comme ça vraiment extrêmement concrets, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant. Alors l'exemple que j'aime bien prendre, c'est un exemple d'un élevage de chèvres, par exemple, où j'avais une problématique en fait que rencontrait l'éleveur, c'est une problématique de mortalité des nouveau-nés. Et parce que lorsque la chèvre a son petit, il lui laissait 2-3 jours et après il rassemblait en fait ses chevrettes dans une partie du bâtiment, et là ce qu'il constatait c'était 50% de mortalité. C'est absolument anormal. Dans l'analyse qu'on a faite de cet endroit du bâtiment, moi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de failles qui passaient à cet endroit-là. Là on parle de failles terrestres en fait, c'est ça? C'est des changements de matériaux dans le sous-sol, c'est-à-dire en fait à la liaison entre les deux matériaux, on a une augmentation du magnétisme terrestre qui est très localisée. D'accord. Et comme tout être vivant est calé sur le magnétisme terrestre normal, quand il est trop haut ou trop bas, c'est fatigant. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était un endroit très fatigant. Et pour des nouveau-nés, c'était, ça en emmenait la moitié vers le décès. D'accord. En corrigeant ce lieu-là, on est passé de 50% à 2%. D'accord. Donc, les corrections nous ont permis de vérifier que la théorie, que l'hypothèse qu'on avait posée, en disant que c'est peut-être les failles qui sont à l'origine de ça, non, en fait, c'était bien ça. C'était juste, quoi. Ouais. L'éleveur n'a pas changé ses habitudes. Non. Et j'aime bien cet exemple-là parce qu'il n'y a pas d'effet placebo avec les chèvres. Oui, c'est vrai. Ouais. J'interviens également dans des maisons, dans des appartements, sur des problématiques effectivement de sommeil, problématiques de santé, effectivement, qui peuvent être amplifiées, générées par le lieu. Alors juste parce que je t'ai posé la question tout à l'heure et je trouve que c'est intéressant, c'est de clarifier, c'est qu'on parle de Feng Shui par exemple. Est-ce que tu peux me redonner, toi, l'image que tu m'as donnée, que j'ai trouvé très claire pour bien comprendre la différence entre toi ce que tu fais et le Feng Shui qui veille aussi à l'harmonie des lieux, quoi. Alors le Feng Shui comme la géobiologie sont deux approches de l'énergie du lieu. En géobiologie, on s'intéresse à la qualité énergétique du lieu. En Feng Shui, on s'intéresse à la circulation énergétique dans le lieu. En géo, on va chercher à améliorer la qualité de l'énergie. En Feng Shui, on va faire tout circuler. Tout ça. Et on fait circuler. Du coup, en fait, c'est complémentaire. Il n'y a pas de compétition entre l'un et l'autre. En fait, quand j'interviens en géobiologie, ça va augmenter les résultats de Feng Shui. Le Feng Shui va augmenter les résultats de la géobio. Ouais, c'est ça. Et sur une image rapide que j'aime bien, c'est pour moi, en fait, le Feng Shui, c'est comme le déodorant. C'est ça. Écoutez bien, c'est super, j'adore. Le déodorant, ça marche même si on ne sait pas laver, mais ça marche quand même mieux quand on sait laver. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour positionner en fait les deux approches énergétiques, ces deux approches d'amélioration de notre cadre de vie, en tout cas. Ouais. Et ces deux approches qui sont tout à fait complémentaires. Donc, pour revenir justement à ce changement, parce que c'est vrai que forcément c'est quand même un changement de... on voit les anciens métiers et fonctions que tu as pu exercer, on est quand même dans un cadre assez cartésien, assez terre-à-terre, assez pragmatique. Donc tu dis que tu t'es découvert effectivement ce don de sourcier de façon vraiment par hasard. Est-ce que tu veux juste raconter comment ça s'est passé? Alors, après, on dit toujours que c'est par hasard, même si on sait que le hasard n'existe pas. C'est vrai. Et que Einstein disait le hasard c'est le nom que Dieu prend pour passer incognito. Oui, c'est joli ça. Ouais. En fait, j'ai fait faire un forage à la maison et puis le foreur choisit et sourcier, donc il vient faire sa détection. Donc il trouve une rivière et explique qu'on peut faire un forage. Et puis à la fin, il me tend la baguette. Et là, j'arrive au bord du cours d'eau et là, la baguette, elle monte. Ouais. Je me suis bourré, je reviens et j'y vais plus vite. Et là, la baguette, elle est montée très vite et elle est venue claquer contre le torse. Ouais. Là, il y a un truc. Il y a quand même quelque chose. Donc là, il s'est passé quoi en fait dans ton esprit à ce moment-là? Parce que c'est ce que j'appelle moi finalement des points de bascule en fait. Alors moi, j'ai une formation scientifique, j'étais très pragmatique, plutôt cartésien. Et là, je me dis, il y a un truc. La baguette, j'ai eu le sentiment qu'elle bougeait toute seule dans les mains. J'ai essayé de la retenir, je ne pouvais pas la retenir. Et j'ai dit, bon, ok, c'est en dehors de mon champ de compréhension habituel. Je sais pas il m'a fallu 1 an pour intégrer ce truc-là. Ouais. Et après, j'ai commencé à me former pour aller voir comment je pouvais utiliser en fait, cette sensibilité. Pour moi, sourcier, c'est pas un don.
c'est une sensibilité, tout le monde peut le faire. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Et donc, en réalité, il faut 3 ingrédients pour que la personne arrive à développer ça. C'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire, en fait, je ne vais pas poser de questions si c'est possible ou pas possible, je vais faire l'expérience. Ouais. Le deuxième ingrédient, c'est la formation, comment je prends la baguette de sourcier, comment je réfléchis, je pense, comment je fais mes recherches. Et le troisième ingrédient, c'est l'entraînement. Ouais. Quand on réunit ces 3 ingrédients, tout le monde y arrive. D'accord. La variable d'ajustement, c'est le temps d'entraînement nécessaire. Quelqu'un qui n'est pas très sensible aura besoin de plus d'entraînement que quelqu'un qui est très sensible. C'est ça. Et donc, moi je suis formateur depuis 10 ans, j'ai formé plus de 200 personnes, j'en ai pas rencontré une qui n'y arrive pas. D'accord. Okay. Après, j'en ai rencontré qui y arrivent plus ou moins rapidement. C'est ça. Mais alors, où est-ce que ça se situe, ce moment où effectivement on découvre qu'on a quand même un talent, voilà, même si, comme tu le dis, tout le monde peut l'avoir, mais n'empêche que voilà, il y a des sensibilités, donc il y a quand même un talent qui s'exprime à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait la bascule? Parce que tu aurais pu faire effectivement le choix de dire ah bah tiens j'ai ça, il y a des gens qui vont dire bah qui trouvent des sources en disant bah oui moi j'ai ce talent là, mais il se passe rien, ils en font rien. Qu'est-ce qui fait que toi à un moment donné tu t'es dit tiens j'ai envie d'en faire quelque chose en fait? Alors au départ c'était pas une envie d'en faire quelque chose, c'était la curiosité d'aller voir ce que c'était. On revient à cette fameuse curiosité qui était une des ressources que tu as toujours utilisée finalement. Tiens j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire? Ah tiens il y a une formation, je vais aller faire la formation. Et en fait dans la formation j'ai plongé dedans en fait. C'était passionnant. J'ai été formé pendant 1 an. Ma formatrice m'a très rapidement inclus sur ses études. J'allais les faire avec elle, ou elle m'envoyait avant. Je faisais un relevé, elle comparait. Enfin, en fait, elle m'a très vite emmené aussi, mis le pied à l'étrier là-dessus. Elle est même partie de la région, elle m'a laissé ses clients. Enfin, c'était. Et puis, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que à ce moment-là, justement. Il s'est passé même au niveau vraiment là on revient dans le ressenti entre ce que tu faisais avant et quand tu as découvert ça, est-ce que en termes de ressenti t'as senti le changement? Parce qu'on dit souvent je me sens, enfin moi c'est ce que j'ai vécu à un moment donné, d'avoir vraiment le sentiment d'être au bon endroit quoi. Que là on n'est plus dans le mental de dire ouais tiens je sais le faire, c'est-à-dire on est dans l'ordre plutôt des compétences. Là on revient au terme de bah oui ça connecte avec quelque chose que, comme tu dis, qui est plus de l'ordre du mental, c'est juste la vibration intérieure. Est-ce que tu as eu cette sensation-là? Oui, j'ai eu cette sensation-là, parce que j'ai commencé à faire des études de maison, et quand j'ai vu les résultats que j'obtenais, comment j'arrivais à résoudre certaines problématiques, là je me suis dit, ça a vraiment du sens. Et en fait, j'ai très vite eu le sentiment que je pouvais aider. Et que je pouvais aider beaucoup de gens. Après, c'est parti aussi sur les animaux d'élevage, c'est parti sur les vignes, c'est parti sur tout un tas de trucs. Et, le champ d'application en fait, de ça, il est immense. Maintenant, j'accompagne des entreprises, j'accompagne effectivement beaucoup de choses que je n'aurais pas imaginées au départ, mais ça a du sens. Je sais que je peux améliorer l'environnement pour le vivant. Et le vivant au sens large, c'est-à-dire ça peut être du végétal, c'est de l'animal, c'est nous, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de travail. Et en fait, à chaque fois, on peut améliorer les choses et en tout cas enlever des nuisances qui peuvent peser soit sur sa vie personnelle, soit sur des organisations, soit sur des élevages, soit sur des cultures. Alors justement, sur cette notion de sens, moi j'aimerais bien qu'on grimpe encore d'un niveau. Et moi je pose la question, c'est en quoi ça a du sens pour toi en fait? À quoi tu as l'impression de contribuer à travers ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que comme n'importe quel thérapeute qui a à cœur de soigner ses patients, faire en sorte qu'ils aillent bien, moi je soigne les environnements et je fais en sorte que ce qui vit à cet endroit aille bien. Et en fait et qu'est-ce qui a du sens dans le fait de soigner les environnements? Ça y est, moi je prends ma casquette de coach là et je creuse. Qu'est-ce qui a du sens dans le fait de soigner les environnements en fait? Et là on est vraiment dans cette fameuse notion de contribution en fait. Contribution, c'est se sentir utile, c'est d'avoir une capacité, c'est pas un don, mais d'avoir une spécialité qui est finalement, on est capable d'intervenir. On est capable de faire des choses, même si on ne règle pas tous les problèmes, c'est jamais le cas. Mais puis c'est peut-être aussi explorer ma capacité à faire. En tant que commercial, on ne crée rien. On vend des choses qui sont faites, des services qui sont conçus. Donc en fait, si on n'a pas de créativité, on n'a pas de... je fabrique rien.
Là, j'ai l'impression effectivement d'être beaucoup plus actif. Ouais. Et puis en plus, je reviens sur mes racines agricoles, je reviens dans le milieu agricole avec une compétence différente. Et je me suis rendu compte il y a quelques années que mes parents étaient éleveurs laitiers. Maintenant, je vois un troupeau, je sais ce qui se passe. Beaucoup plus qu'avant, parce que je reviens avec une compétence différente. Et c'est aussi une population que j'ai à cœur d'aider, puisque le milieu agricole est un milieu quand même difficile. Ouais, j'avais envie de te poser la question, parce que finalement, on se rend compte souvent quand on trouve ce qu'on appelle des missions de vie aussi, que souvent ça résonne aussi avec notre propre histoire, notre propre cheminement. Donc en quoi toi justement, donc tu as le côté agricole en toi, tu as le sentiment aujourd'hui peut-être que c'est peut-être pas anodin aussi que tu sois arrivé là, parce que derrière c'est un lien aussi avec ton histoire. Quand j'aide un éleveur et qu'il me dit voilà, avec mon nouveau bâtiment et la perte d'exploitation qui est liée à la baisse de production de mes vaches, je m'en sors pas, et que 3 mois après il me dit c'est bon, je suis revenu à mes niveaux de facturation normale, je vais pouvoir rembourser mon bâtiment, ou un autre éleveur qui me dit voilà, vous m'avez aidé à remonter la pente, mais j'étais en train de me prendre le mur. Donc là en fait on a l'impression de servir à quelque chose. C'est ça, c'est de trouver sa place en fait. Trouver sa place. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé ta place aujourd'hui justement? Oui, j'ai trouvé ma place, et à la fois j'ai trouvé ma place dans la prestation, c'est-à-dire faire des actions pour aider, mais j'ai aussi beaucoup trouvé ma place dans la transmission. Ça fait 10 ans que je suis formateur également, et que je transmets ça, et que j'aide les personnes à découvrir leur sensibilité. Alors, c'est du développement personnel aussi, je vais les accompagner autour de ça. On n'a pas appris à l'école à explorer cette sensibilité. Pour autant, tout le monde est capable de le faire, et donc c'est intéressant aussi. Il y a plein de méthodes de développement personnel, mais il y a aussi celle-là, apprendre à sentir. Est-ce que cette découverte-là, sur un terrain professionnel, en fait, t'a enrichi aussi au niveau personnel, dans ta vie, tous les jours? Qu'est-ce que ça a changé, toi, sur le regard que tu portes sur le monde, peut-être? Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Oui. On va commencer à répondre. En disant ça, je réfléchis. C'est vrai, mais c'est exprès, parce qu'il ne connaît pas les questions à l'avance. Moi, je fais comme ça vient. En quoi ça m'a enrichi? Je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi. Ça m'a permis de me poser, ça m'a permis effectivement d'être beaucoup plus serein. En tout cas, ça m'a bien fait progresser. Moi, j'avais commencé le développement personnel il y a 20 ans. La découverte de cette sensibilité de sourcil est arrivée après, mais c'était déjà en chemin en fait. J'étais déjà en chemin et puis je suis toujours en chemin. C'est quelque chose où on est en perpétuel apprentissage. Et puis c'est les circonstances de la vie, les rencontres, et on va toujours un peu plus loin. En tout cas, moi, ça m'a amené beaucoup de confiance et de sérénité. Est-ce qu'il y a des choses, au moment où tu étais en train de faire ce changement-là, parce que c'est vrai que ça, c'est des choses dont témoignent les gens qui font des changements de parcours, est-ce que tu as eu des validations, ce qu'on appelle des synchronicités? Des choses qui t'ont dit, je suis sur le bon chemin? Oui. Moi, j'en ai eu plusieurs. Déjà, la première validation, c'était on a parlé tout à l'heure, ma première formatrice qui m'a tout de suite mis le pied à l'étrier, qui m'a dit longtemps après, quand tu es rentré dans la salle, je savais déjà que tu serais géobiologue, alors qu'on ne se connaissait pas. C'est également, j'ai participé à un diagnostic croisé de territoire l'année dernière, il y a 2 ans, avec une trentaine de scientifiques et des chamans Kogi. Là, j'ai eu une validation aussi par les chamans. Que l'approche sensible était une approche importante et qu'il fallait la remettre au goût du jour et en tout cas l'intégrer dans les démarches scientifiques. D'accord. Ça a été validé. Ils sont intervenus directement quand je faisais ma présentation devant les 30 scientifiques présents. D'accord. Donc là, en fait, c'est une belle validation. C'est clair, ouais. Et puis, en fait, j'ai des validations tous les jours quand j'ai des retours des gens chez qui je suis intervenu et qui me disent voilà, j'ai plus ce problème-là, ça nous a bien aidé. Tous les retours positifs que je peux avoir, moi j'ai déjà fait plus de 1000 interventions. Alors il y a des fois j'ai pas de retour. Ou très longtemps après parce que les gens me recommandent, donc ça veut dire que c'était quand même pas mal. C'est ça. Et souvent en fait il y a quand même
des observations très positives. Et ça me valide tous les jours. Ouais, puis c'est important d'accueillir ça, parce que c'est vrai que souvent quand on s'autorise à aller dans une nouvelle voie, il y a ce fameux, on en parle souvent du fameux syndrome de l'imposteur en fait. Donc le syndrome de l'imposteur qui se profile en fait quand on s'autorise à aller dans une nouvelle voie. Est-ce qu'on décide de l'écouter et de se dire non, j'ai le syndrome de l'imposteur, donc je reste enfermé dans ce syndrome de l'imposteur, ou est-ce qu'on se dit c'est juste normal que j'ai cette sensation là parce que je démarre, et après je vais tout faire finalement pour que ça l'atténue en allant chercher justement ces validations, ces retours positifs, et en les accueillant en fait pleinement. Je ne crois pas que j'ai eu l'impression d'être imposteur. J'ai souvent eu l'impression que j'étais pas encore prêt, ou qu'il fallait que j'affine la façon dont je communiquais autour de ça. Que c'était d'abord qu'il fallait que je m'améliore. Et notamment c'est ce que j'ai fait pour adresser le monde de l'entreprise. Je me suis rendu compte que déjà, si on parle de géobiologie, ça paraît ésotérique. Alors, c'est pour ça que j'ai reformulé en consulting environnemental. Je parle d'environnement naturel, d'environnement technologique, d'audit et de solutions d'abaissement d'exposition. En réalité, je suis en train de décrire ce que je fais, sans utiliser de mots qui soient difficiles à entendre pour un public de professionnels. Tu as le sentiment qu'il y a encore des freins justement dans des environnements justement peut-être plus cartésiens, plus pragmatiques, à entendre ces mots de magnétisme, parce que les choses que tu n'as pas évoquées, c'est que tu ressens, tu en as parlé un petit peu, mais tu ressens effectivement des esprits aussi qui peuvent être enfermés dans des environnements. Ça fait aussi partie des choses. Ça fait partie de l'environnement, ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé. Ce n'est pas nécessairement le sujet le plus facile à aborder. Non. D'autant plus si on s'adresse dans un cadre de l'entreprise. Parce qu'aussi, je trouve qu'on passe pratiquement la moitié de notre temps dans l'entreprise et la moitié de notre temps chez nous. Travailler son environnement personnel, c'est bien. Mais si on peut aussi faire en sorte d'être bien sur son lieu de travail, et là on rejoint des problématiques de qualité de vie au travail, bien-être au travail, c'est encore mieux. Ça rentre aussi. Pour pouvoir faire rentrer ça en fait dans le monde de l'entreprise, il faut l'exprimer avec des mots qui sont compréhensibles pour l'entreprise. Donc, c'était pour répondre au syndrome de l'imposteur. Moi, je me suis plus remis en question en disant comment je peux faire passer cette information de la façon la plus claire, nette, précise. Et puis au final, ce qui est important, c'est pas tant ce que je vais faire, c'est le résultat que ça amène. Exactement. Et donc systématiquement, on va observer ce qui se passe. Donc c'est le fameux comment, parce que souvent, même avant de se lancer dans quelque chose, les gens commencent déjà à se mettre des freins en se disant mais comment je vais le faire, etc. Là finalement, on en revient un petit peu au même, c'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est d'atteindre un résultat. Après, comment ça se met en place, peu importe finalement quoi. Oui, et puis après, des fois, on a des idées en disant oui, je vais faire toute mon activité sur tel type de profession, puis c'est pas ça. Et puis au départ, on teste pas mal de choses. Et puis il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui se complètent. Par exemple, l'année dernière, je m'étais dit, je veux faire de l'entreprise. Donc j'ai tout focalisé sur l'entreprise. J'ai un peu laissé de côté le particulier. Et en fait, c'était pas la bonne stratégie. Alors, du coup, je continuais effectivement à faire des conférences, à communiquer, à expliquer ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, c'est aussi une activité qui est peu connue. Et pour autant, on est en train de faire de la médecine de l'habitat et soigner la personne et en plus soigner son environnement. On donne plus de chances à la personne d'être en pleine santé, d'atteindre son plein potentiel. En fait, c'est un peu l'objectif. C'est ça. C'est effectivement d'entretenir, en accompagnement, c'est de ce dont on parle souvent, c'est d'entretenir cette énergie à titre individuel, réussir à être capable d'être autonome sur sa propre énergie, mais effectivement, dans nos lieux, il y a aussi des énergies, puisque on est en lien tout le temps, il y a des énergies qui circulent, donc d'être conscient de ça, on comprend aussi que, tu disais, un particulier qui va rentrer chez lui le soir, a le sentiment d'être toujours de mauvaise humeur, pas en forme, qui dort mal, etc. Ça peut être intéressant d'observer ça, et on revient sur cette notion d'observation. Donc les premières observations qu'on peut faire, c'est je dors mal dans ma chambre, je fais des siestes géniales dans le canapé. D'accord. Je reviens dans ma chambre, je dors pas bien. Donc là, peut-être qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe dans la chambre. C'est où je dors pas bien chez moi, mais quand je vais ailleurs, ça se passe mieux. Alors, si vous dormez dans votre chambre et que vous allez dans une chambre qui est juste au-dessus, vous êtes exactement dans le même environnement. C'est ça. Il faut vraiment changer d'axe.
d'axes. Ouais. Mais c'est un premier test à faire. Si vous dormez mal partout, c'est pas le lieu. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil, peut-être, à quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, comme toi, fait face à quelque chose qui va remettre un peu en question ce qu'il connaît. Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil, justement, à quelqu'un qui a cette chance, en fait? D'oser faire expérience. Ouais. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, si vous avez une information qui arrive et qui change de votre cadre, allez explorer. Il y a peut-être des choses à découvrir autour de ça qui vont vous apprendre de nouvelles choses. En tout cas, il y a une opportunité. Et comment s'autoriser à le faire aussi? Parce qu'il y a des gens qui ne s'autorisent pas à le faire, en fait. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ne s'autorisent pas à le faire par rapport à un poids peut-être social ou à un environnement familial peu favorable. Faites l'expérience. Expérimenter. Ouais. Moi, il y a plein de choses qu'on m'a expliquées en formation. Pour pouvoir les valider, il a fallu que je les expérimente. Moi, on m'avait expliqué que je pouvais travailler à distance. En fait, j'ai fait pendant un certain nombre d'études à distance. J'allais sur place, je refaisais, je comparais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ok, c'est validé. C'est également de pouvoir faire des corrections à distance. Là, je vais tester ça pendant 18 mois. Et au bout d'un moment, je dis, ok, c'est validé. C'est ça. Mais j'ai pas cru sur parole. Il a fallu que je l'intègre. Donc, c'est expérimenter. Et puis y aller, c'est ce que tu disais au début, finalement, s'autoriser aussi à mettre un pas devant l'autre à la fois, doucement, quoi. Les changements, c'est pas forcément casser directement pour sortir complètement de sa zone. On peut faire un changement en douceur. Bien sûr. Et moi, c'est vrai que je rencontre des personnes qui veulent changer du tout au tout et qui se mettent une pression d'enfer pour ça. Exactement. En disant, mon boulot, j'en veux plus, je veux faire ça. Et bim. Peut-être que ça peut être une transition plus douce et puis se mettre en place autrement. Ou s'ils ne font pas tout de suite, se dire non, tant pis, je peux pas le faire, donc je le fais pas du tout, quoi. Ça vaut peut-être le coup d'explorer la voie du milieu. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est une belle parole en tout cas pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire pour conclure par rapport à tout ça? Alors c'est bien parce que en tant que géobiologue et qui travaille avec le magnétisme, toi les boussoles, tu connais un petit peu le principe? Je connais le principe, oui. En tout cas, moi ce qui m'a toujours guidé, c'est la synchronicité. Ouais. Alors la synchronicité, c'est observer. Je vais juste donner un exemple. Quand je décide d'aller dans une direction et que j'ai une première résistance, j'observe. Si j'en ai une deuxième, je continue à observer. Quand j'en ai une troisième, c'est pas la bonne direction, j'arrête. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est toujours être dans... C'est comme si on était sur un bateau et qu'on descend dans la rivière, c'est facile. Si par contre, je commence à remonter la rivière, c'est difficile. Je suis pas dans la bonne direction. C'est ça. Donc, observez les synchronicités, observez ce qui se passe, les personnes que vous rencontrez, les circonstances que vous rencontrez, qu'est-ce que ça vous apprend. Et donc, de dire, juste prends un peu de recul et j'observe. Ouais, c'est ça. Et c'est comme tu disais, des micro-validations qui vont arriver comme ça. Ah tiens, ça se passe pas. Et puis après, parfois, c'est pas pour qu'on est forcément dans la mauvaise direction, on n'est pas exactement dans le bon axe, quoi. Faut peut-être réajuster. Il y a un petit aiguillage à faire en disant, moi je voulais agrandir ma maison, j'avais fait un projet avec un architecte. Il y a eu 3 résistances, je ne l'ai pas fait. Et puis, un mois après, en fait, le vrai projet s'est présenté. Au départ, moi, ce que j'ai interprété, c'est de dire, je ne vais pas l'agrandir. Au final, je l'ai agrandi, mais pas comme ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est juste être observateur. C'est ça. Tout est juste, en fait, finalement. Tout est juste et parfait. Tout est juste. Et de ne pas rester enfermé, effectivement, dans ça ne marche pas, et c'est pas pour moi. Et parce que si ça bloque, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'encore mieux qui va se présenter, en fait. Quand ça bloque, ça ne veut pas dire que c'est pas pour nous. Ça veut dire aussi que c'est pas pour nous maintenant. C'est ça, exactement. Un système de moment, en fait. Pour que ça fonctionne, il faut être au bon endroit au bon moment. C'est ça. Je suis au bon endroit, mais c'est pas le bon moment, ça va pas le faire. Je suis au bon moment, mais pas au bon endroit, mais ça va pas le faire non plus. Exactement. Donc, par contre, si je suis au bon moment, au bon endroit, ça va le faire. Donc, des fois, on a un peu interprété des résistances comme dire c'est pas fait pour moi, alors que c'est pas le cas. C'est pas fait pour moi maintenant. Donc la clé, ça reste l'observation. Observez, toujours observez. Faites-vous confiance aussi dans ce qui se passe pour vous. D'audace, donc s'autoriser aussi à explorer, y aller en douceur. Utiliser sa curiosité justement pour aller creuser, se dire tiens, il se passe quand même un truc sympa là, et pourquoi pas. Et puis il faut garder à l'esprit qu'on apprend jusqu'au bout. On est toujours dans l'apprentissage. Exactement.
Voilà, donc, et puis dans la découverte de soi à travers ça aussi, c'est ça qui est intéressant. Parce que ce qu'on apprend à l'extérieur nous apprend sur ce qu'on est à l'intérieur aussi. Donc en tout cas c'est passionnant. Ouais, c'est clair. Philippe, merci beaucoup. Merci Swazi. J'espère que vous avez aimé cette interview. N'hésitez pas à commenter. Et puis, est-ce que tu peux nous dire peut-être un site internet où on peut aller regarder un peu ce que tu fais? Est-ce que tu veux donner Mon site c'est institut-géobiologie.com. Institut-géobiologie.com. Sinon vous tapez Philippe Cissé, en principe vous allez trouver aussi. Ouais, on va remettre tes coordonnées de toute façon. Et voilà, donc en tout cas merci. Moi j'ai été vraiment super intéressée déjà par cette interview, puis on avait déjà échangé et tu m'as parlé de ton travail, de ce que tu faisais. Je trouve ça vraiment passionnant, enfin tout ce qui est de l'ordre un petit peu de ce qu'on appelle le monde de l'invisible, hein. Alors c'est pas que les fantômes, hein, mais c'est tout ce qui finalement n'est pas visible, et il se passe beaucoup plus de choses qu'on ne croit, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'univers a bien fait. Il y a beaucoup de choses à explorer. Exactement. Merci beaucoup, et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine interview. Salut les spéléos, ciao. Ciao.